Bonjour et bienvenue à la grande édition. On commence notre actualité avec notre confrère Kassim Youssouf qui nous fait découvrir à travers son récit comment donc le groupe terroriste FDLR est un sérieux problème dans la région. Suivant. Cela fait environ 30 ans que le groupe terroriste FDLR, composé de ceux qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, a été fondé. Ce groupe est basé sur l'idéologie du génocide. Cela repose sur les attaques qu'il a menées contre le Rwanda depuis la période des infiltrés, notamment dans différentes parties des provinces de l'ouest et du nord du Rwanda et depuis qu'il était connu sous la dénomination d'ALIR, Armée de libération du Rwanda. Hakizimana Bahati Jean Bosco, l'un des combattants de ce groupe depuis sa création, déclare que le but était de déstabiliser la sécurité du Rwanda et de parachever le plan de génocide en poursuivant des massacres contre quiconque est considéré être Tutsi. En 1997, pendant les activités d'infiltration, on a été témoin de nombreuses actions visant à déstabiliser la sécurité du Rwanda. Cependant, cela allait au-delà parce que leurs actions ciblaient aussi l'état d'esprit de leurs membres. Certains d'entre eux n'ont même plus d'affection pour leur propre pays à cause de ce qu'ils ont vécu. Bahati a passé environ 18 ans au sein du groupe terroriste FDLR. Il affirme sans hésitation que ce groupe est allé au-delà d'un simple groupe terroriste, devenant un groupe fondé sur l'idéologie du génocide et des divisions ethniques. La preuve en est qu'ils enseignent cette idéologie à leurs descendants dès leur plus jeune âge, indique-t-il. Selon leur perspective, ils ne se considèrent pas comme un groupe terroriste. Au contraire, ils enseignent à leurs membres qu'ils luttent pour leur cause, renverser le royaume Tutsi, qu'ils affirment les avoir dominés pendant 400 ans. Ils croient que vivre dans la jungle fait partie de leur lutte pour éliminer les Tutsis et récupérer leur pays, car ils considèrent les Tutsis non pas comme des Rwandais, mais comme des étrangers. Depuis leur camp de formation de Karimanyuka, ces combattants ont été endoctrinés avec l'idéologie du génocide et une conviction profonde que leur objectif est d'envahir le Rwanda. Pendant notre formation par le FDLR, on nous disait que le moment viendrait où nous devrions prendre la possession du Rwanda. On nous a dit qu'après avoir combattu le M23, la prochaine étape serait de prendre le contrôle du Rwanda. En 1994, après avoir commis le génocide au Rwanda, ceux qui avaient fui vers le Congo ont poursuivi leur mission de tuer les Tutsis, ce qui les a poussés à se réfugier dans des pays voisins, y compris le Rwanda. Nous avons découvert que certaines personnes nous pourchassaient, cherchant à nous tuer. Nous avons emprunté la route de Minova vers Mugunga, où nous avons rencontré le FDLR, composé de ceux qui avaient fui le Rwanda après avoir perpétré le génocide contre les Tutsis. Ils ont tenté de nous tuer, mais on a finalement fui vers Goma, et de là, on est arrivé à Gisenyi. Lors d'une conférence de presse en janvier de cette année, le président de la République, Paul Kagame, a alors souligné que le fait de ne pas éradiquer définitivement le groupe FDLR a été l'une des raisons pour lesquelles la paix n'a pas été possible dans la région, ce qui était possible si le gouvernement de la RDC avait été politiquement disposé à le faire. We told these people, whoever was involved, that you can. We started with. Nous avons un problème avec le FDLR
qui se trouve en République démocratique du Congo. Le Burundi aussi affirme avoir un problème ayant la base en RDC. Alors pourquoi ne pas tous travailler ensemble? Que l'Ouganda collabore avec la RDC, que le Rwanda aussi travaille avec la RDC et le Burundi aussi pour éradiquer toute menace sécuritaire qui existe sur nos frontières. J'ai proposé cette idée en 2019 à ce gouvernement, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont autorisé l'Ouganda à envoyer ses troupes pour lutter contre l'ADF. Le Burundi a été autorisé à intervenir en RDC contre les groupes armés qu'il combat, mais lorsque cela a concerné le Rwanda, ils ont refusé. Cela signifie clairement quelque chose. Ils ont refusé parce qu'ils ne veulent pas que ce problème du FDLR soit résolu. Of course, that means something. They refused because either on their own or on the advice by whoever, they actually didn't want this problem of FDLR addressed. À différents moments, le groupe terroriste FDLR a mené des attaques contre le Rwanda, notamment en septembre 2019, où 14 civils ont été tués dans la région de Kinigi, dans le district de Musanze. Il y a eu d'autres attaques menées contre le Rwanda depuis que ce groupe a formé des alliances avec les forces armées de la RDC et d'autres groupes armés alliés tels que les Wazalendo, dont la plus récente lorsqu'ils ont tiré des obus dans le district de Rubavu depuis Goma, tuant 16 civils. Certains chercheurs indiquent que le problème des effets du changement climatique continue de s'aggraver, d'où la nécessité d'une coopération entre les pays pour mettre en place des stratégies visant à relever ce défi, notamment en réduisant les émissions de gaz polluants à l'atmosphère. Ils ont abordé ce sujet lors de la 3e conférence réunissant des chercheurs des États-Unis et d'Afrique qui se tient donc actuellement à Kigali. Cette rencontre vise à explorer les solutions possibles aux défis mondiaux dans les domaines de la santé et de l'environnement. La conférence se tiendra donc pendant 3 jours et c'est la première fois que le Rwanda l'accueille. Ces chercheurs ont également souligné que les déchets plastiques constituent l'un des principaux polluants de l'environnement. Ainsi, les pays devraient collaborer pour trouver des solutions durables car un seul pays ne peut pas relever ce défi à lui seul. Le ministère de l'Éducation a indiqué que cette conférence qui réunit des chercheurs de renommée des États-Unis et de divers pays africains représente une grande opportunité pour les jeunes chercheurs rwandais car elle leur permet d'enrichir leurs connaissances en apprenant des autres. On continue l'actualité pour parler de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration qui réaffirme que le Rwanda est un pays ouvert à toutes les filles et les fils, donc que rien ne justifie pour le moment le statut de réfugié. On continue avec l'actualité. Pour le moment, cet élément n'est pas prêt. La Commission des affaires sociales des droits de l'homme au Sénat du Rwanda a lancé une commission d'évaluation des actions menées par les institutions chargées de promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation Joseph Nsengimana indique que le gouvernement prévoit de former environ 1 200 000 jeunes qui ne sont pas encore sur le marché du travail afin d'améliorer leurs opportunités d'emploi. L'honorable Joseph Nsengimana a également précisé que les programmes d'enseignement technique et professionnel sont en cours de révision pour les aligner sur le plan quinquennal du gouvernement qui met l'accent sur la création d'emplois, l'augmentation des exportations, l'amélioration de la qualité et la rapidité des services ainsi que le renforcement de la qualité de l'éducation. Les sénateurs ont exhorté le ministère de l'Éducation à suivre de près la hausse de taux d'abandon scolaire qui est de nouveau en augmentation. L'abandon de l'école est observé. J'ai même visité un endroit que je vais mentionner. C'était en district de Kamonyi. J'étais avec le professeur de Singizemungu. On nous a dit que les enfants ont séché les cours pour aller dans l'extraction de pierres précieuses, le coltan. Et même les autorités d'instance de base vraiment confus par la situation de ces enfants.
Les sénateurs ont exhorté le ministère de l'Éducation et maintenant le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, reconnaît l'existence de ce problème, mais il ajoute que le gouvernement a déjà pris des mesures pour le résoudre. L'abandon de l'école que vous avez observé à Kamonyi, ce n'est pas le seul endroit, vous avez raison. Ce défi est quelque chose qu'on a observé et qui fait sujet de notre priorité pour trouver solution. Il y a plusieurs programmes visant à relever ces défis, notamment Zero Out of School Children Project, un projet dédié aux enfants qui ne sont pas sur le banc de l'école, surtout pour les enfants du niveau de l'école primaire. Le Rwanda rassure quant à la stabilité du franc rwandais, à la maîtrise de l'inflation. Le vice-gouverneur de la Banque nationale du Rwanda explique que la Banque nationale a décidé de garder le taux directeur de la Banque centrale à 6,5%. Madame Soraya parle également de dépréciation du franc rwandais et de l'impact de la nouvelle politique fiscale sur les investissements et l'entrepreneuriat au Rwanda. Tout d'abord, nous voyons que l'inflation dans notre pays a continué à se maintenir dans la fourchette cible entre 2% et 8%. Nous avons terminé l'année 2024 avec une inflation à 4,8%. Et nous voyons dans nos prévisions que pour l'année 2025, l'inflation aussi va continuer à tourner autour de 6,5% et même pour 2026 à 5,1%. Nous sommes dans une période où nous avons vu 2024 une croissance économique assez forte. Et même si nous savons que les chiffres de croissance du PIB ou du produit intérieur brut seront communiqués par l'Office des statistiques, nous sommes confiants que ça sera au-delà des 8,3% qui étaient projetés pour l'année 2024. Donc c'est une croissance assez forte et de tous les secteurs, surtout le secteur des services et le secteur de l'industrie. Maintenant, nous savons aussi que nous voyons toujours des tensions géopolitiques qui pourraient avoir un impact non seulement sur la croissance, mais aussi sur l'inflation. Nous voyons aussi que pour la saison agricole donc la saison qui s'étend de septembre à février, avec une première récolte en décembre, nous avons une production, je dirais, significative, mais moindre que la saison de l'année dernière, la même saison de l'année dernière. Et donc, cette production agricole qui sera bonne nous donne espoir que nous aurons aussi une inflation qui se maintient autour de 5-6%. Mais il y a des risques si jamais il y a soit des pluies qui sont en retard, comme nous l'avons vu au début de cette saison, qui pourraient avoir une influence sur les projections que nous avons. Mais c'est une analyse et une évaluation que nous continuons d'avoir tous les 3 mois. Et donc, si nécessaire, nous pourrions ajuster notre politique monétaire en conséquence. Alors, comme je viens de l'expliquer, en fait, les raisons, c'est que même avec une inflation pour 2025 à 6,5%, ça reste toujours dans notre fourchette cible où nous devrons avoir une inflation entre 2% et 8%. Mais nous voyons aussi qu'il y a certains risques, surtout vu le changement climatique, qui aura un impact sur la production agricole pour la saison B. Et c'est pour cela que nous restons, je dirais, prudents, mais aussi sans exagérer une menace extérieure qui serait supérieure à ce qu'on avait déjà prévu pour novembre. Donc, en bref, économie en forte croissance, une inflation maîtrisée, mais avec des risques que nous ne pouvons pas ignorer, et à chaque fois que nous avons de nouveaux éléments, nous revoyons nos prévisions. Mais pour l'instant, nous voyons que même cette année et l'année prochaine, l'inflation devrait rester autour de 5 et 6%. Alors, l'année dernière, nous avions une dépréciation de 9,4%, et c'est vraiment la moitié de la dépréciation que nous avions eue en 2023.
Et selon nos prévisions, vous avez vu que nos exportations ont augmenté de 5,8% pour l'année dernière. Même s'ils ont augmenté, nous avons toujours beaucoup plus d'importations et donc un déficit commercial. En revanche, nous voyons que les pressions sur le marché de change ont baissé et à moyen terme, on devrait revenir au taux de change d'à peu près 5% que nous avions avant l'année 2022. Alors, il est vrai que depuis que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures fiscales et des augmentations d'impôts pour certains produits et services, il y a eu des inquiétudes sur l'impact sur la croissance. Mais le ministre des Finances l'a bien expliqué. En tant que pays en voie de développement, nous devons avoir une base fiscale solide pour pouvoir avoir des investissements publics qui sont essentiels à notre développement. Donc pour nous, évidemment, lors de nos discussions en comité de politique monétaire, nous avons regardé l'impact de ces impôts sur l'économie globale ou sur l'inflation. Nous ne voyons pas un impact significatif qui aurait changé nos prévisions. Et puis le fait que ce sont des impôts qui ne viennent pas tout d'un coup d'une traite, mais c'est des impôts qui seront imposés ou augmentés dans la période de la stratégie nationale de transformation, NST2, jusqu'en 2029. Deuxième chose importante, c'est qu'il y a eu des consultations, non seulement entre nous et le ministère des Finances, pour voir les conséquences de cette réforme fiscale sur l'économie en général et la stabilité macroéconomique, mais également des engagements ou des consultations, des discussions avec le secteur privé. Et je pense que dans toute réforme gouvernementale, cet aspect d'avoir le service privé pouvoir aussi discuter avec le gouvernement avant chaque grande décision, c'est vraiment une, je pense, des forces de notre pays pour que l'on puisse tous ensemble faire des décisions, mais basées vraiment sur l'impact que chaque décision pourrait avoir et sur les ménages et sur le secteur privé. Au niveau du secteur bancaire, dans ces réformes-là, il y a des services bancaires qui étaient exemptés de TVA, de taxes sur valeur ajoutée, qui devront en payer. Nous en avons parlé avec le secteur bancaire. Ce sont des impôts qui ne commencent pas tout de suite, mais commencent certaines pour l'année fiscale suivante, c'est-à-dire 2025-2026 et d'autres pour 2027. Et vraiment, l'impact n'est pas au niveau global si significatif, mais en revanche, je pense que ce soit le secteur privé, inclus le secteur financier, tout le monde comprend que ce sont des réformes fiscales nécessaires pour pouvoir soutenir la vision du pays de devenir un pays à revenus modérés dans les 10 ans à venir, en 2035. Et pour cela, il faut vraiment des revenus domestiques qui puissent supporter les investissements publics, les investissements du gouvernement. Et donc, je pense que cet aspect est bien compris. Ce n'est jamais facile, je pense, pour des opérateurs privés ou même les ménages d'entendre que les impôts augmentent, mais sur le long terme, ça ne peut être que bénéfique pour nous tous. De l'économie à la santé, parlons à présent du projet de loi sur le service de soins de santé avec je vous propose le récit de Kassim Youssouf. Parmi les nouvelles dispositions contenues dans ce projet de loi, on trouve celle qui permet à une femme de porter un enfant pour un autre couple qui souhaite avoir un enfant mais qui ne peut pas le concevoir de manière naturelle. Une autre disposition concerne la facilitation de l'accès des adolescentes et des jeunes aux services de planification familiale. Les députés ont demandé que ces deux points soient examinés avec perspicacité. Je pense que les hôpitaux devraient fournir des services de maternité de substitution directement pour ceux qui recherchent une mère porteuse. Cela permettrait d'assurer une approche plus structurée et professionnelle, réduisant les défis sociaux potentiels. Par exemple, si la maternité de substitution est arrangée de manière informelle, l'enfant pourrait plus tard ressentir une détresse émotionnelle si la mère porteuse révèle son rôle dans sa naissance,
ce qui pourrait le faire se sentir différent des autres. Si nous disons qu'un enfant de 15 ans peut prendre des décisions par lui-même, mais qu'ensuite nous déclarons que seules les personnes mariées sont autorisées à demander une mère porteuse ou à utiliser des technologies de reproduction, n'y a-t-il pas une contradiction? Cela fait que je me demande pourquoi nous traitons les enfants de 15 ans comme des adultes dans certains contextes, alors qu'ils sont toujours sous la direction de leurs parents. Ils dépendent encore du soutien et des conseils de leurs parents, même lorsqu'ils prennent des décisions comme ce qu'ils vont étudier. Les parents continuent à jouer un rôle clé dans de nombreuses de leurs décisions. Je crois que nous devrions faire en sorte que les enfants et les parents puissent suivre ces questions, car il s'agit d'une question importante pour notre société. Cependant, dire qu'un enfant doit prendre des décisions sans la connaissance de ses parents est trop risqué pour moi. De plus, en ce qui concerne la maternité de substitution, si nous permettons aux enfants de 15 ans d'accéder à des contraceptifs, ils peuvent prendre des décisions irréversibles, comme se faire retirer leur utérus, sachant qu'ils peuvent compter sur des mères porteuses. À l'avenir, ils pourraient rencontrer des problèmes avec leurs partenaires, surtout s'ils sont du même sexe, et pourraient opter pour la maternité de substitution. Mais dans quel genre d'environnement cet enfant grandira-t-il? C'est pourquoi nous devrions renforcer la protection de la famille. Concernant la question de servir de mère porteuse, le ministre de la Santé, le Dr Saban Nsanzimana, a indiqué que cela se ferait dans le respect des principes médicaux. Tout comme la procédure des greffes des reins, vous vous souvenez peut-être du projet de loi sur le don d'organes qui a suscité des débats similaires en raison des préoccupations selon lesquelles certaines personnes pourraient l'exploiter à des fins commerciales. C'est similaire et nous l'analyserons soigneusement au sein de ce comité pour trouver une meilleure manière de le mettre en œuvre afin de garantir qu'il ne conduise pas à des abus. Nous savons également ceux qui en ont besoin. Beaucoup d'entre eux sont déjà sur la liste d'attente, attendant que cette loi soit approuvée afin de pouvoir procéder. Nous pouvons utiliser cela comme un modèle et déterminer qui nous voulons réellement aider en permettant cette loi au Rwanda. Quant à la question des droits complets en matière de planification familiale pour les adolescentes et les jeunes, la loi sur les personnes et la famille de juin 2024 stipule que ces services sont accessibles aux personnes majeures, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Cependant, le ministre de la Santé a estimé qu'il devrait y avoir des exceptions, notamment pour réduire les grossesses précoces chez les adolescentes. Le ministère de la Santé souligne que la loi sur la pratique médicale, adoptée en 1998, n'est plus adaptée à l'évolution rapide du secteur médical, ce qui justifie sa révision. La Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration affirme que le Rwanda est un pays ouvert à toutes ses filles et fils et que rien ne justifie pour le moment le statut de réfugié pour un Rwandais. Cela intervient alors que ceux qui se sont donc désolidarisés du groupe terroriste FDLR se félicitent de leur choix de rentrer au Rwanda qui leur a ouvert une voie vers le développement. Le point avec Jean-Damascène Manéchine. Wenceslas Nizeyimana était colonel au sein du groupe de FDLR issu des responsables du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Un groupe qui opère depuis la République démocratique du Congo en vue de déstabiliser le Rwanda. Il a décidé de regagner son pays il y a plus de 12 ans. Il est agri-éleveur dans son district de Rulindo, c'est au nord du Rwanda. Après avoir fui le pays, nous avons fondé les FDLR
J'ai dirigé un bataillon et après, j'ai été commandant adjoint d'une brigade. Longtemps après, en avril 2011, j'ai trouvé que la situation s'empirait au sein des FDLR et c'est ainsi que j'ai pris la décision de rentrer au Rwanda, surtout que mon épouse était rentrée 2 ans avant. Une fois arrivé au Rwanda, j'ai été bien accueilli. Les ex-combattants qui rentrent au Rwanda bénéficient du programme de réhabilitation qui dure 3 mois pour ceux qui sont rentrés volontairement, mais le délai peut être plus long pour les gens qui sont rentrés de force. Après une formation, les ex-combattants regagnent la vie civile et certains d'entre eux, comme le colonel Nizeyimana, peuvent avoir la chance de trouver l'emploi comme agent de l'État. L'État a continué à me soutenir. J'ai été envoyé en mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique comme policier onusien. J'ai passé 1 année et demie, ce qui a amélioré ma situation économique. J'ai envoyé mon fils étudier à l'étranger. Il termine sa licence en Chine. Intégrés dans la société, les anciens combattants cohabitent avec les citoyens ordinaires et leur cohabitation est harmonieuse, comme en témoigne Lorient Tuyishimire qui est employé du colonel Nizeyimana. J'ai commencé ce travail en 2018. Nous cohabitons bien. Il m'a aidé à éviter le chômage. Avec ce travail, j'ai pu me construire une maison et j'ai fondé une famille. Intégrés dans la société et à l'initiative du colonel Nizeyimana, les ex-combattants ont créé une société de sécurité avec plus de 200 membres. Pour ces membres, la satisfaction est totale. Mon mari était membre des FDLR. En rentrant, j'avais très peur. Je craignais beaucoup pour ma vie, mais l'accueil qui m'a été réservé m'a rassurée. La présidente de la Commission nationale de démobilisation et de réintégration indique que la réintégration des ex-combattants passe par un long processus. Nous faisons la démobilisation et puis nous faisons la réintégration par laquelle ils sont acheminés vers leurs communautés respectives. Et avant de clore peut-être mon propos relativement à la réintégration, je dois vous dire que contrairement à ce qui est fait dans d'autres pays, ceux-là qui viennent des forêts de la République démocratique du Congo et donc qui passent entre les mains de la Commission nationale de démobilisation, ils ont le droit de choisir où aller s'installer. Normalement, lorsqu'ils arrivent, la majorité d'entre eux sont vraiment traumatisés, non seulement à cause des informations négatives qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont dans les forêts, mais aussi parce qu'ils changent de milieu. Ils viennent d'un milieu, je dirais, désordonné, chaotique, tous les jours, donc insécurisé. Tous les jours, ils courent, ils sont en train de courir, ils ne mangent pas. Et ils entrent dans un milieu qui est très sécurisé, qui est très ordonné, qui est très organisé et qui a vraiment un peuple très accueillant. Donc, lorsqu'ils arrivent, on fait ce qu'on appelle la stabilisation. Donc, il est question de les approcher et puis de leur prodiguer des conseils, de leur permettre d'avoir accès aux nouvelles de leurs parents, même si leurs parents sont restés au Congo. Et s'il s'avère qu'ils ont quelques membres de famille ici au Rwanda, ils ont de leurs nouvelles, et puis ces familles-là viennent aussi leur rendre visite. Donc c'est ce qu'on fait, c'est la réception avant de procéder à la démobilisation. Après les avoir reçus, mais bien sûr, je vous ai dit que lorsqu'ils viennent, la majorité d'entre eux sont malades. La Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration rassure ceux qui hésitent encore à rentrer au bercail que les portes du Rwanda restent lentement ouvertes pour eux. Je voudrais vraiment qu'ils sachent que ce sont des Rwandais. Les Rwandais n'ont pas été créés pour vraiment déstabiliser notre pays. Non, ce sont des Rwandais. Au contraire, ils devraient se joindre à nous pour aider son Excellence, Monsieur le Président de la République, à le reconstruire après les événements malheureux de 1994 qui ont coûté la vie à plus d'1 million de Tutsis.
Donc la majorité d'entre eux, ceux-là qui sont en train toujours d'errer dans les forêts, ce sont ceux-là qui ont pris part aux atrocités de 1994. Ils peuvent venir, les portes du Rwanda sont grandement ouvertes. C'est le caractère unique de notre pays et le caractère unique des autorités du Rwanda, en l'occurrence le président. En tout cas, il a bel et bien dit que tout le monde doit rentrer. Donc tout Rwandais, vraiment, qui veut participer au développement du pays, il a le droit de rentrer. Donc nous aussi, au sein de la commission, parce que nous le représentons ici, nous disons que si on considère cette déclaration, mais aussi cette bonne volonté, nous disons à ces gens-là de ne pas déstabiliser le Rwanda, mais de déposer les armes et rentrer. Le Rwanda dénombre à présent plus de 12 500 anciens combattants rentrés des forêts de la République démocratique du Congo, dont une centaine de femmes et plus de 300 enfants. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.